Bonjour à tous. Alors, on va attendre quelques instants que tout le monde puisse nous rejoindre. Après, on commencera la conférence. Très bien. Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathéo, je suis étudiant à Sciences Po et je serai votre médiateur pour cette conférence. D'abord, merci à vous de vous être rendu disponible pour cette nouvelle conférence du Printemps de l'Histoire-Géographie. Je vous demanderai de garder vos caméras éteintes pour qu'on puisse garder un débit le plus satisfaisant possible. Ce Printemps de l'Histoire-Géographie est organisé par l'association nancéenne Histoire d'en parler. Alors, Histoire d'en parler, c'est une association qui a été créée en novembre 2017 et qui a pour but de vulgariser l'histoire-géographie en les rendant plus accessibles et plus ludiques par le biais d'ateliers en milieu scolaire ou d'événements grand public auxquels participent des professeurs et des jeunes chercheurs. À l'heure actuelle, c'est une trentaine de bénévoles qui s'investissent dans cette association ouverte à tous les passionnés d'histoire-géographie. Donc, le Printemps de l'Histoire-Géographie se définit comme une série de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie de différentes époques, de différents thèmes et de différents sujets. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Antoine Bondaz. Donc, vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, au sein de laquelle vous dirigez le programme Corée. Vous êtes également enseignant à Sciences Po sur le campus Europe-Asie. Spécialiste de la politique étrangère de la Chine et des deux Corées, vous avez notamment collaboré avec le Parlement européen, mais aussi le département d'État américain ou le ministère des Affaires étrangères japonais. À la fin de votre exposé, chaque participant aura l'occasion de poser des questions. Si vous avez d'ailleurs des questions pendant les propos de M. Bondaz, je vous invite à les écrire dans le chat afin que je puisse les centraliser, ou vous pourrez les poser à la fin de l'exposé directement euh, avec vos mots. En attendant, je vous remercie de garder vos caméras éteintes et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous et merci de la gentille présentation. L'idée, c'est vraiment de faire quelques propos préliminaires et puis ensuite d'avoir au maximum une interaction avec vous tous et puis pouvoir répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser sur la Corée du Nord. Je vais peut-être partir pour commencer sur des événements récents et à partir de ces événements récents, essayer de rebondir sur des grandes tendances, mais aussi des spécificités, que ce soit du régime politique, la République populaire et démocratique de Corée, ou plus largement du pays, la Corée du Nord. Vu que c'est un grand sujet du moment, la pandémie de la Covid-19, je vais peut-être commencer par ce point-là. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, en Corée du Nord, est annoncé zéro décès et zéro cas de la Covid-19. Donc, le pays serait l'un des rares au monde à être parfaitement exempt
de cette pandémie. Alors évidemment, au-delà du discours politique qui est de présenter la Corée du Nord comme un régime exemplaire dans la gestion de la pandémie, il y a de vraies interrogations qui se posent sur la situation réelle et actuelle en Corée du Nord. Euh, la Corée du Nord, il faut bien le préciser, a été le pays qui a pris les mesures les plus drastiques le plus rapidement, puisque dès la fin du mois de janvier, le pays était mis sous cloche. Les liaisons principalement avec la Chine, son premier partenaire commercial et son allié, depuis le traité de 1961, un traité qui perdure, ont été suspendues, que les diplomates qui étaient présents à Pyongyang ont tous été mis en quarantaine pendant plus de 30 jours, et donc des mesures extrêmement fortes ont été adoptées. La deuxième série de mesures, c'est évidemment d'avoir mis en quarantaine certaines régions, certaines provinces qui étaient proches de la frontière chinoise. Pourquoi? Puisqu'il y avait, fin janvier, début février, quelques cas, notamment dans les provinces du Jilin et les provinces du Liaoning, qui sont les deux grandes provinces chinoises frontalières de la Corée du Nord, notamment une préfecture très spécifique en Chine, qui est la préfecture de Yanbian, puisque c'est la préfecture chinoise avec une minorité coréenne importante. Et c'est notamment à travers cette préfecture et la frontière que se font de nombreux trafics en Chine. L'objectif des autorités nord-coréennes a donc été de fermer de façon plus sévère, je dirais, de façon plus hermétique, la frontière avec la Chine, qui d'habitude est extrêmement poreuse, puisque au-delà du commerce licite avec la Chine, il y a évidemment de nombreuses activités illicites, de la contrebande et autres. Et ça, c'était potentiellement, pour la Corée du Nord, un risque d'importation du virus. Donc, au-delà des mesures administratives, entre guillemets, prises pour faire face à l'épidémie, la Corée du Nord, même si son système de santé est défaillant depuis plusieurs années, elle dispose tout de même d'une infrastructure de santé importante qui est l'héritage d'un système de santé beaucoup plus performant dans les années 60 et 70. Ce qui est extrêmement important de rappeler, et souvent on l'oublie, puisqu'on analyse la situation actuelle dans la péninsule coréenne, pas réellement ce qui s'était passé il y a 50 ans. La Corée du Nord, jusqu'au début des années 70, était un pays plus développé que la Corée du Sud. Le PIB par habitant y était supérieur à celui de la Corée du Sud. Et c'est vraiment dans les années 70 qu'il va y avoir ce découplage, entre guillemets, entre Séoul et Pyongyang, puis l'effondrement du système économique et autres dans les années 90 en Corée du Nord. Les années 90 en Corée du Nord, elles sont fondamentales, puisqu'elles ont profondément marqué les opinions publiques internationales, mais aussi les perceptions qu'on peut avoir du pays, que ce soit sur la question nucléaire, que ce soit sur la situation alimentaire, puisque la famine débute dans les années 2000, dans les années 90, pardon. Et donc cette crise protéiforme des années 90 a eu un impact majeur sur le pays, sur la situation, encore une fois, alimentaire, militaire, mais aussi sanitaire. Et ça a contribué, évidemment, à affaiblir considérablement le système de santé qui, encore aujourd'hui, en subit des conséquences. Et donc, la Corée du Nord a pu faire face, entre guillemets, à cette pandémie en ayant un système de santé et des infrastructures qui existent, et qui sont évidemment aujourd'hui sous-dotés, ce qui a expliqué notamment l'aide demandée par la Corée du Nord à ses voisins, notamment la Chine, évidemment, mais aussi la Russie. Il faut oublier que la Russie partage une frontière avec la Corée du Nord. Alors, elle est très courte, hein, elle fait 17 km, mais il y a une frontière au niveau de la mer du Japon, que les Coréens appellent généralement la mer de l'Est. Cette aide chinoise et russe, elle a été importante, et elle permet de souligner d'ailleurs que la Corée du Nord n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un régime ermite ou un pays complètement isolé sur la scène internationale. La République populaire et démocratique de Corée a des relations diplomatiques avec la majorité des pays au monde. Elle fait partie de l'ONU depuis 1991, la même année avec laquelle la Corée du Sud est entrée à l'ONU. Ce qui est très important, c'est que la Corée du Nord n'a pas de relations diplomatiques, évidemment, avec les États-Unis, le Japon ou même la France. On pourrait y revenir tout à l'heure si les relations entre la Corée du Nord et l'Europe, la Corée du Nord et la France vous intéressent, mais elle garde des relations diplomatiques avec de nombreux pays. Elle fait partie de nombreuses organisations internationales depuis les années 70. Et pour vous donner, par exemple, juste une date très précise,
L'OMS est l'une des premières organisations internationales que la Corée du Nord a rejointe, c'était en 1973. Donc, la Corée du Nord avait, entre guillemets, a pris des mesures fortes pour faire face à l'épidémie, n'était pas si isolée sur la scène internationale et donc officiellement a pu faire face à l'épidémie et la pandémie. Est-ce que dans la réalité et est-ce que sur le terrain, il n'y a eu aucun cas? Évidemment, cela peut être remis en cause et on le voit bien depuis le début de l'année, il y a un ralentissement de l'activité en Corée du Nord, que ce soit l'activité économique, mais aussi politique, qui me permet de m'amener sur un autre événement récent qui a été, entre guillemets, cette disparition de Kim Jong-un tant mentionnée et évoquée dans les médias ces dernières semaines. Il faut être sur ce point extrêmement précis. Ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant nord-coréen n'apparaît pas à des événements officiels. Pour vous donner juste un exemple, Kim Jong-un n'est pas apparu depuis le 1er mai. Cela fait aujourd'hui 3 semaines. Et c'est la 4e fois depuis le début de l'année que le dirigeant ne participe pas à des événements pendant 3 semaines. Pourquoi est-ce qu'on en a beaucoup parlé à la fin du mois d'avril? Pour une raison simple, c'est que Kim Jong-un n'avait pas participé à un événement majeur qui était le 15 avril. Le 15 avril, en Corée du Nord, c'est ce qu'on appelle le jour du soleil. C'est l'anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un et le fondateur du régime de la République populaire et démocratique de Corée. Et l'absence de Kim Jong-un est ce qui a suscité des inquiétudes pour plusieurs raisons, et notamment et évidemment puisque cette absence est la première fois pour Kim Jong-un de rater un tel événement. On peut considérer en Corée du Nord qu'il y a 3 événements majeurs au cours de l'année. Le jour du soleil, qui est l'anniversaire de Kim Il-sung, le jour de l'étoile, l'anniversaire de Kim Jong-il, son père, et puis la proclamation de la République au mois de septembre. Pourquoi est-ce que cette absence de Kim Jong-un était importante également? C'est car le précédent dont on dispose date de septembre 2008 et à l'époque, Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, n'avait pas participé aux 60 ans de la République populaire et démocratique de Corée pour une raison simple. Il avait à l'époque fait un AVC et ça avait notamment initié, donc, à l'été 2008, le processus de succession qui, in fine, en 2011, avait amené Kim Jong-un au pouvoir. Je vais revenir un peu rapidement sur cette succession, puisque ça nous permettra d'évoquer la question du système politique nord-coréen. Lorsqu'en 2008, Kim Jong-il a initié cette succession, l'objectif il était clair, c'était d'assurer la pérennité et la survie du système politique nord-coréen qui demeure encore aujourd'hui un système dynastique. On est aujourd'hui à la 3e génération. Kim Jong-un est le 3e dirigeant de la famille Kim. La famille Kim reste au sein de la propagande et dans l'histoire, dans le roman national, évidemment, la structure et la colonne vertébrale du pays, sur lequel s'appuie évidemment également le Parti des travailleurs de Corée. Il n'y a pas de parti communiste en Corée du Nord, c'est le Parti des travailleurs de Corée. Et un terme que vous lirez souvent quand on lit la presse nord-coréenne, notamment l'agence de presse KCNA, qui est celle qui fournit ces informations à l'étranger la plupart du temps, et qui compile les informations également publiées en Corée du Nord par le Nondong Shinmun, le quotidien des travailleurs et autres, c'est que la famille Kim est ce qu'on appelle la lignée de sang du mont Paektu. Alors le mont Paektu, vous devez certainement l'avoir déjà vu à de nombreuses reprises. Vous le connaissez lorsque Lee Chung-hee, qui est la présentatrice de la télévision nord-coréenne, apparaît pour apporter des informations importantes, que ce soit la mort du dirigeant, Kim Jong-il, c'était le cas en décembre 2011, ou depuis, par exemple, lorsqu'il y a des essais nucléaires. Vous avez tout le temps, derrière Lee Chung-hee, une image, un fameux volcan, donc un lac caldeira. C'est une montagne avec à son sommet un lac. Et cette montagne, la montagne Paektu, est une montagne extrêmement importante en Corée du Nord, pour une raison simple, c'est que dans la mythologie coréenne, c'est le lieu de naissance du peuple coréen. Le roi Tangun, qui est, selon la mythologie, le premier roi coréen, aurait, sur les flancs de ce volcan, donné naissance
à la nation et au peuple coréen. Et c'est pour cela, ce n'est pas du tout un hasard, que la famille Kim s'inscrit dans cette histoire longue de la Corée du Nord et s'en sert comme une source de légitimité. Jusqu'à il y a très récemment, Kim Jong-un était par exemple élu de la circonscription de Paektu au sein de l'Assemblée nord-coréenne. Donc le système reste évidemment dynastique et il a été mis en scène au début des années 2010, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, avec ce processus de succession qui, de l'été 2008 jusqu'à décembre 2011, a permis à Kim Jong-un d'arriver au pouvoir. Ce qui est important de noter sur ce processus de succession, c'est qu'il n'a été officialisé que peu de temps à l'époque avant la mort de Kim Jong-il, puisque c'est seulement à l'automne 2010, un an avant sa mort, que Kim Jong-il présente Kim Jong-un au grand public comme étant son successeur et comme étant à l'époque un général 4 étoiles, mais aussi le vice-président de la commission de défense nationale qui, sous le règne de Kim Jong-il, était l'institution la plus importante en Corée du Nord. Ça nous permet de revenir à la situation actuelle, puisqu'on a beaucoup parlé du processus de succession potentielle en Corée du Nord aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait? On sait donc que le système politique il est dynastique. On sait également que Kim Jong-un a très certainement des enfants en bas âge. Le plus grand aurait maximum une dizaine d'années. Et donc une succession verticale, s'il y avait un accident, si Kim Jong-un décédait ou était en incapacité, qui est un scénario autre, mais qu'il faut aussi étudier, rendrait une succession verticale très difficile. Pour une raison simple, encore une fois, les héritiers sont trop jeunes. La question se poserait donc, est-ce qu'il y aurait une succession horizontale vers un autre membre de la famille ou vers une autre personnalité du régime? On a beaucoup parlé de Kim Yo-jong, la petite sœur de Kim Jong-un. Les principaux problèmes de Kim Yo-jong sont multiples. Premièrement, elle est relativement jeune, elle a un poste important au sein du parti, puisqu'elle est une des vice-directrices du département pour la propagande et l'agitation, c'est-à-dire elle est en charge notamment de l'organisation des grands événements officiels et du culte de la personnalité de son grand frère, mais elle n'a aucun rôle dans les organes de sécurité, ni les organes militaires du pays, à la différence de Kim Jong-un dans les années 2009-2010. Ensuite, Kim Jong n'a jamais été présenté comme la successeur de son frère. Or, l'officialisation de la succession est extrêmement importante pour légitimer le potentiel successeur. Ensuite, Kim Yo-jong est une jeune femme, et cela en Corée du Nord, c'est compliqué, puisque la société reste extrêmement patriarcale, machiste, et qu'il y a très peu de femmes qui ont des responsabilités importantes en Corée du Nord. La sœur de Kim Jong-il, à son époque, Kim Kyung-rae, la femme de Jong Song-taek, qui avait été exécutée fin 2013, l'oncle de Kim Jong-un, avait elle aussi un rôle lorsque son frère Kim Jong-il était le leader nord-coréen. Elle s'occupait notamment de ce qu'on appelle l'industrie légère, mais elle n'a jamais eu un rôle politique majeur comme peuvent l'avoir d'autres personnels politiques en Corée du Nord. Et ça pose donc la question du système même politique nord-coréen, puisqu'un personnage politique très important ces dernières années, quelqu'un qu'on appelle Choi Ryong-hae. Choi Ryong-hae est un proche de Kim Jong-il qui avait été désigné pour accompagner Kim Jong-un dans son accession au pouvoir et au cours de la transition, qui a progressivement gravi tous les échelons du parti et qui aujourd'hui est le numéro 2 du parti, puisqu'il est le vice-président de ce qu'on appelle la Commission des affaires d'État. Tout à l'heure, je vous parlais de la Commission de défense nationale, qui était sous Kim Jong-il l'institution centrale du régime politique nord-coréen. Désormais, c'est cette fameuse Commission des affaires d'État qui, depuis 2016, et la réforme de la Constitution, est l'institution la plus importante dans le pays. Et Kim Jong-un en est évidemment le président. Donc la succession ne serait pas aussi facile qu'elle en a l'air, il y a de nombreuses incertitudes, et ça nous rappelle évidemment tout ce qu'on ne sait pas sur le régime nord-coréen, sur la vie des élites politiques, et sur le fonctionnement notamment à l'intérieur du parti et à son plus haut niveau. C'est ce qui rend d'ailleurs les travaux sur la Corée du Nord, mais aussi sur d'autres pays, et dans une moindre mesure, c'est la même chose en Chine, extrêmement compliqué.
ce qui nécessite de se rendre sur place, de rencontrer des diplomates et des officiels plus largement nord-coréens, afin d'essayer de maximiser les sources d'informations vis-à-vis du pays. Le problème qui est parallèle, c'est évidemment que toutes les rumeurs sur la Corée du Nord, généralement, prennent assez bien au sein de l'opinion publique. Et ça vient d'une asymétrie en termes de flux d'informations. Vous avez une demande d'information qui est importante du grand public, de plus en plus, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, qui est sûrement l'un des dirigeants au monde les plus connus sur la scène internationale. Il y a sûrement plus de gens qui connaissent le visage de Kim Jong-un que celui de Xi Jinping aujourd'hui euh, dans le monde. Mais à côté de ça, vous avez donc une offre d'informations qui est extrêmement limitée, puisqu'il y a peu d'informations qui sortent de Corée du Nord, que le régime évidemment contrôle ce flux d'informations. Et cette asymétrie dans l'information fait que toutes les rumeurs, même les plus fantasques, parfois peuvent prendre vie. On l'a vu ces dernières semaines, mais on l'avait vu également quand on avait annoncé que son oncle, Jang Song-taek, avait été donné à manger à des chiens, etc. Donc, c'est la difficulté de travailler sur la Corée du Nord, de mettre d'un côté ce qu'on sait avec certitude, tout ce qu'on ne sait pas, et ça c'est la majorité des choses, et puis aussi d'essayer de balayer les différentes rumeurs. C'est extrêmement important puisqu'il en va de la stabilité dans la péninsule coréenne, et ça me permet d'aborder une autre question qui reste extrêmement importante aujourd'hui, notamment pour les États-Unis, mais aussi évidemment pour la Corée du Sud, le Japon, l'Union européenne. C'est la question nucléaire et balistique en Corée du Nord. Cette question, elle est double. Pourquoi on parle de question nucléaire et balistique? C'est parce que, évidemment, si vous développez un programme nucléaire, il est indissociable d'un programme balistique qui, à travers des vecteurs déterminés, permet de rendre une dissuasion nucléaire crédible. Le programme nucléaire et balistique nord-coréen n'est évidemment pas récent. Il date de plusieurs décennies. Il s'est considérablement accéléré dans les années 90, jusqu'au point où il y a eu ce qu'on appelle une première crise nucléaire en 93-94, qui avait débouché sur un accord bilatéral entre les États-Unis et la Corée du Nord. À l'époque, la Corée du Nord s'était engagée à ne pas se nucléariser en échange d'une aide, qu'elle soit alimentaire, mais aussi énergétique, de la part de la Corée du Sud, mais aussi d'un groupe de pays plus large. Cet accord, il est tombé à l'eau au début des années 2000. La Corée du Nord, en fait, poursuivait un programme d'enrichissement d'uranium. L'accord de 94 portait surtout sur le plutonium, le fameux réacteur de Yongbyon, dont beaucoup ont entendu parler. Et la crise a débouché sur ce qu'on appelait la deuxième crise nucléaire au début des années 2000 et in fine sur le premier essai nucléaire de 2006. Depuis, il y a eu un total de 6 essais nucléaires, le dernier en 2017, très certainement une bombe H. Ce programme nucléaire, il n'est en rien arrêté, même s'il n'y a pas eu d'essai depuis un peu plus de 2 ans. Il se poursuit. La Corée du Nord continue d'accroître son stock de matières fissiles, continue d'assembler des armes, d'accroître son arsenal nucléaire, mais aussi de poursuivre des recherches sur ce programme nucléaire. En parallèle, le programme balistique se poursuit également, même s'il n'y a pas eu d'essai de longue portée depuis novembre 2017, il y a eu ces derniers mois des essais à courte portée. Il y a eu par exemple plus d'essais dans l'année 2019 qu'aucune autre année auparavant, même si en 2019, c'était des essais à courte portée. Le programme balistique, il est vraiment fondamental, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, puisqu'il a été accéléré de façon sans précédent. Pour vous donner juste un exemple, en 2017 ou en 2019, Kim Jong-un a fait réaliser plus d'essais balistiques que l'ensemble des essais réalisés par son grand-père et son père lorsqu'ils régnaient sur la Corée du Nord. Le pays a accru la portée de ses missiles, a diversifié ces missiles, et les derniers essais qui ont été réalisés ces derniers mois sont notamment des essais de missiles à propulsion solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est la différence avec une propulsion liquide, c'est que le carburant est mis dans le missile sous forme de poudre. Il permet souvent une plus grande réactivité, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de remplir le missile à la dernière minute. Donc, ça vous donne un temps de réactivité plus court, une mobilité également plus importante, puisque si vous mettez ensuite ce missile sur ce qu'on appelle un TEL, un tracteur érecteur launcher, ça vous permet de déplacer le missile plus facilement. Et cela, évidemment, a un impact important sur l'équilibre des forces dans la péninsule coréenne, etc.
Tout ça pour dire que le programme nucléaire et balistique se poursuit et que les négociations internationales aujourd'hui sont au point mort. L'année 2018 a évidemment été symbolique, marquée non seulement par les 3 sommets intercoréens, j'y reviendrai ensuite, mais aussi évidemment sur cette rencontre de Singapour en juin 2018, la première fois qu'un dirigeant nord-coréen rencontrait un dirigeant américain en exercice. Kim Jong-il avait effectivement rencontré le président Carter et le président Clinton, mais il n'était à l'époque plus président. Là, c'était la première fois qu'il y avait une rencontre avec un président américain en exercice. Ces rencontres au plus haut niveau, elles sont importantes quand on négocie avec la Corée du Nord, puisque de nombreuses décisions sont prises au plus haut niveau, et c'est une approche qu'on appelle le top-down, qui est relativement intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Comme dans toutes les négociations internationales, et on y reviendra peut-être plus tard si cela vous intéresse, il faut également qu'il y ait ce qu'on appelle un travail au niveau des négociateurs, au niveau du working level. Ça, c'est fondamental. Or, les principaux problèmes en termes de négociation entre la Corée du Nord et les États-Unis ces dernières années, en 2018 et en 2019, c'est que les négociateurs n'ont pas eu le temps de faire leur travail, entre guillemets, que la déclaration de Singapour n'est qu'une déclaration, ce n'est en aucun cas un accord technique, comme ça avait pu l'être en 2007 ou en 2008, et donc qu'il était extrêmement fragile, et on le voit, puisque ces derniers mois, il n'y a plus aucune négociation entre les États-Unis et la Corée du Nord, et qu'il est peu probable qu'il y ait des négociations dans les mois et voire même les semaines à venir, évidemment, puisque les États-Unis sont désormais dans une période électorale. Il est très difficile pour le président Trump désormais de signer un nouvel accord, et surtout que la réunion, le sommet de Hanoï en février 2019 a été très négativement perçu par les Nord-Coréens, puisque la proposition de Kim Jong-un n'a pas été acceptée par le président Trump, qui était parti de ces négociations. La Corée du Nord considère qu'elle s'est sentie insultée, mais surtout que les Américains n'étaient pas prêts à faire des concessions importantes. Et là, on y reviendra encore sûrement tout à l'heure, mais ça pose les questions, par exemple, de la déclaration même de Singapour de 2018. Très brièvement, vous aviez 4 points. Le premier point portait sur de nouvelles relations entre les deux pays. Le deuxième point portait sur l'établissement d'un régime de paix pour mettre fin à la guerre de Corée. Parce que je vous rappelle qu'en 1953, il n'y a eu qu'un armistice signé, mais pas un traité de paix. Troisième point sur la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Puis un quatrième point sur le rapatriement et la restitution notamment de corps de soldats américains tombés pendant la guerre de Corée. Donc, dans ce cadre-là, les Nord-Coréens mettaient l'accent plutôt sur le premier et le deuxième point, les nouvelles relations et le traité de paix. Les États-Unis mettaient l'accent sur le troisième point, la dénucléarisation. Et pour l'instant, les deux pays n'ont pas été capables de trouver une voie médiane, entre guillemets, de trouver un accord. C'est aussi extrêmement compliqué ces derniers mois dans la relation intercoréenne. Il y a eu de grandes avancées, j'en parlais il y a quelques minutes, puisque vous aviez eu 3 sommets intercoréens en 2018, c'est sans précédent, puisqu'il y avait eu un premier sommet en 2000 et un deuxième sommet en 2007, donc 3 sommets en une seule année, avec des déclarations très importantes, la déclaration de Panmunjom d'avril 2018, puis la déclaration de Pyongyang de l'automne 2018, très importante puisqu'elle avait également un volet militaire. Les tensions militaires entre les deux Corées ne sont pas nouvelles. Pour ceux qui s'en rappelleront, on peut notamment mentionner 2010, le torpillage de la corvette Chonan et le bombardement de l'île de Yongbyon en 2010, qui avait évidemment détérioré fortement les relations intercoréennes. C'est d'ailleurs intéressant de rappeler que ces deux provocations, ces deux incidents avaient eu lieu en mer Jaune, le long de ce qu'on appelle la zone de démarcation maritime septentrionale. C'est en réalité la frontière intercoréenne en mer Jaune et donc au niveau maritime. Le principal problème, c'est que cette démarcation n'est pas consensuelle entre les deux Corées, puisque la Corée du Nord la remet en cause et voudrait que cette ligne de démarcation soit déplacée plus au sud, alors que la DMZ, elle, est une ligne terrestre qui est acceptée par les deux pays. La DMZ, qu'est-ce que c'est? C'est donc cette ligne de démarcation
le long du 38e parallèle, plus 2 kilomètres de large de part et d'autre qui forment cette fameuse zone démilitarisée. C'est dans cette zone démilitarisée que se sont rencontrés les deux dirigeants en avril 2018 lors de ce qu'on a appelé le sommet de Panmunjom. Les relations intercoréennes, donc, elles se sont améliorées de fait en 2018. Elles ont été mises en scène par la participation de la Corée du Nord aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en février 2018. Mais malheureusement, depuis, il y a très peu d'avancées. Si en 2018, la Corée du Sud a mis sur la table l'ensemble des cartes qu'elle pouvait jouer, que ce soit la diplomatie culturelle, la diplomatie sportive, la diplomatie même militaire, désormais, les marges de manœuvre de la Corée du Sud sont extrêmement limitées, notamment du fait des sanctions internationales qui limitent la possibilité de coopération économique, mais aussi du fait de la volonté de la Corée du Nord de ne pas négocier pour l'instant avec la Corée du Sud. L'éléphant, entre guillemets, on n'a pas encore parlé, c'est évidemment la Chine, qui reste encore aujourd'hui de loin le premier partenaire politique, économique de la Corée du Nord, qui assure de fait un soutien politique et diplomatique important à la Corée du Nord, même si le pays peut évidemment s'agacer des différentes provocations de la Corée du Nord, et on y reparlera peut-être dans vos questions. Pour faire très court sur les relations entre la Chine et la Corée du Nord, on est dans une situation où les deux pays sont des otages mutuels. La Chine, pour faire court, a besoin que la Corée du Nord ne s'effondre pas afin de maintenir la stabilité dans la péninsule. Et la Corée du Nord a besoin de la Chine pour ne pas s'effondrer, puisque pour des raisons de sécurité alimentaire, pour des raisons d'approvisionnement en énergie, notamment le pétrole, mais aussi pour une protection au sein du Conseil de sécurité lorsque la Corée du Nord est abordée, la question de la Corée du Nord est abordée, la Corée du Nord continue d'avoir besoin de la Chine, même si, encore une fois, leurs intérêts ne sont pas forcément tout le temps et constamment convergents. Voilà, l'idée, c'était vraiment d'aborder quelques points très rapidement, puis maintenant, peut-être d'échanger avec vous si vous avez des questions plus précises, que ce soit sur le système politique, que ce soit sur la question nucléaire, que ce soit sur les négociations, que ce soit sur la relation entre la France et la Corée du Nord, entre l'Union européenne et la Corée du Nord, etc. Oui, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou juste indiquer que vous avez une question. D'abord, une des premières questions qui est revenue assez rapidement dans la discussion, c'est forcément le programme nucléaire et balistique. Avec des personnes, donc Laurent Poitronneau, qui montre une forme de radicalisation depuis 2010, avec sous la présidence de Kim Jong-un, et qui pose une question assez simple. Doit-on s'inquiéter en tant qu'Occidentaux de ces avancées? Et peut-être une double question, comment la Corée du Nord peut-elle encore continuer son programme nucléaire, ou peut-elle trouver ses matières premières, mais aussi la technologie nécessaire? Alors, plusieurs points. Premièrement, peut-être le point plus politique, qui est abordé par Laurent dans sa question sur la constitutionnalisation et la radicalisation de la Corée du Nord. C'est des termes que j'emploie régulièrement dans les articles que j'écris sur le sujet pour plusieurs raisons. Pardon. La constitutionnalisation, elle est claire, puisqu'en 2012, en avril 2012, Kim Jong-un fait modifier la Constitution pour plusieurs raisons, mais également pour inscrire dans la Constitution le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord. Depuis, on peut dire que les armes nucléaires, elles sont non seulement un attribut du régime, mais elles font même partie de son identité. Il y a une dimension en fait très politique dans le statut de puissance nucléaire qui va au-delà de la dimension purement militaire, de la dimension purement de dissuasion. Le programme nucléaire et balistique en Corée du Nord, ce sont des outils de légitimation du régime, de protection du régime. Elles s'inscrivent par exemple dans le techno-nationalisme nord-coréen qui met en avant les sciences et les technologies comme un facteur de légitimité du régime. Et c'est ce qui explique pourquoi Kim Jong-un, par exemple, assiste à de nombreux essais ou a tant mis en avant les chercheurs et les scientifiques nord-coréens, notamment ces dernières années. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il y a plusieurs points qui sont inquiétants, effectivement. Il y a la question de l'équilibre et de la stabilité régionale et de la menace que peut causer ce programme nucléaire et balistique pour les voisins, que ce soit pour la Corée du Sud, évidemment,
mais aussi pour le Japon. Puis, il y a un deuxième enjeu qui est très important également pour les Européens, même si le premier enjeu leur importe. Il faut rappeler qu'on a des dizaines de milliers de ressortissants européens en Corée du Sud et au Japon, et que s'il y avait demain un conflit, cela aurait un impact considérable sur la sécurité de nos ressortissants, sur l'économie mondiale, etc. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension qu'on qualifie de le risque de prolifération nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le risque de prolifération horizontale, mais c'est que la Corée du Nord transmette des capacités ou des technologies à d'autres pays. On l'a vu sur les questions balistiques avec l'Iran dans les années 80-90, on l'a vu avec la Syrie, on l'a vu avec la Libye. Depuis, évidemment, il y a eu des évolutions et ces transferts de technologies sont bien plus compliqués qu'auparavant, notamment grâce aux sanctions internationales qui ont débuté au niveau de l'ONU en 2006, mais il y a toujours un risque qui est présent. Or, si demain, par exemple, les missiles à courte portée, mais à forte précision des Nord-Coréens se trouvaient au Moyen-Orient, se trouvaient en Afrique, cela aurait des impacts très importants pour les intérêts européens, pour notre capacité à déployer des forces dans la région, etc. Et donc, c'est en cela où la question nucléaire, entre guillemets, elle importe aux Européens, pas seulement pour ce qui se passe et les conséquences pour la région, mais aussi pour les conséquences en risque de prolifération. Cette année devait avoir lieu au mois de mai, ça devait se clôturer ces derniers jours, une conférence de révision du traité de non-prolifération, un traité qui avait été signé en 1968, un traité extrêmement important, qui est vraiment l'architecture principale en termes de non-prolifération nucléaire. Cette conférence, par exemple, va être repoussée à janvier 2021, a priori, donc elle aura lieu à New York, au siège de l'ONU. Et donc là, la Corée du Nord, évidemment, sera un des pays au cœur de cette conférence de révision. On appelle ça la REFCON. Sur la question de comment la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire, il y a de nombreuses questions qui se posent. Il faut bien comprendre que les sanctions internationales, elles se sont faites en réalité en 2 temps. Pendant 10 ans, de 2006 à 2016, elles visaient directement le programme nucléaire en rendant plus compliqué pour la Corée du Nord l'acquisition de technologies, l'acquisition d'équipements qui auraient ou qui seraient nécessaires pour son programme. Depuis 2016, les sanctions, elles se sont élargies, puisqu'elles sont aussi désormais économiques. L'objectif, c'est d'assécher les sources de revenus du régime nord-coréen, de rendre le programme nucléaire plus coûteux, de fait, et de pousser la Corée du Nord à faire des choix et donc à revenir à la table des négociations. Est-ce que cela a fonctionné? Pour l'instant, non, puisque évidemment, le programme nucléaire et balistique se poursuivent, mais c'est en réalité l'intention, en tout cas l'esprit de ces sanctions. Alors, qu'est-ce qui continue d'arriver en Corée du Nord? Beaucoup de choses. La Corée du Nord continue de mener de nombreuses activités illicites afin de contourner les sanctions internationales, que ce soit pour obtenir des équipements dont elles soient disposées, mais aussi pour obtenir des revenus. On le voit par exemple avec les transbordements de charbon, ce qu'on appelle les transbordements en pleine mer, c'est-à-dire que la Corée du Nord, par exemple, va transférer du charbon nord-coréen sur d'autres navires pour obtenir des devises ou acheter du pétrole en faisant justement ces transbordements en haute mer. On le voit également avec des opérations dans le cyberespace et des attaques sur des institutions financières. C'est le cas, par exemple, en Europe, puisque vous avez eu en 2019 des attaques en Espagne sur des institutions financières espagnoles venant de la Corée du Nord. Est-ce que la Corée du Nord aujourd'hui peut avoir un programme nucléaire parfaitement autonome et indépendant? C'est le risque. Il faut bien comprendre qu'en Corée du Nord, vous avez des mines d'uranium qui permettent donc d'extraire le minerai et ensuite, en le transformant et en l'enrichissant, de faire de l'uranium qui peut être utile, enfin de la matière fissile adéquate pour produire des armes. Et l'anecdote, c'est notamment que ces premières mines d'uranium ont été mises en valeur, non pas par les Nord-Coréens directement, mais par l'occupant japonais. Il faut rappeler que la Corée du Nord, entre 1910 et 1945, faisait partie de l'enfer. La Corée du Nord, à l'époque, le royaume coréen, la péninsule coréenne, il n'y avait pas de division, faisait partie de l'empire colonial japonais. Et donc, le programme nucléaire et balistique nord-coréen est relativement indépendant aujourd'hui, et c'est notamment un problème majeur, puisque c'est ce qui permet au pays de le poursuivre, malheureusement, et malgré les sanctions internationales. D'accord, merci. Alors juste avant de passer à une prochaine question, je vous
partage un questionnaire en ligne sur le chat pour que vous puissiez nous aider à nous améliorer. Euh, une autre question par rapport à la succession qui a été posée dans le chat. Donc, vous avez parlé un petit peu de la santé de Kim Jong-un et la question est toute simple. Est-ce que le dirigeant nord-coréen prépare sa succession pour essayer de garder une stabilité dans le pays ou est plutôt dans une dynamique de après moi le chaos et advienne que pourra. Et ça me permet de lier cette question de la santé du dirigeant coréen à une question qui peut être un peu plus en rapport avec vous. Comment, en tant que chercheur en histoire et en géopolitique, peut-on travailler sur un pays où il y a une telle asymétrie d'information et est-ce que vous avez toute la liberté nécessaire pour pouvoir travailler? Alors, deux questions très différentes. La première sur la succession et l'état de santé de Kim Jong-un. Il faut être extrêmement clair, et je l'ai rappelé dans les différentes interventions que je faisais ces dernières semaines, on ne sait quasiment rien de l'état de santé de Kim Jong-un. Il y a ce qu'on peut voir, il est évidemment obèse sur le plan clinique, il fume énormément, il boit énormément. Est-ce que cela veut dire qu'il a des chances de décéder dans les semaines ou les mois qui viennent? En fait, on n'en sait rien et on a également peu de visibilité sur les opérations qu'il aurait pu subir. Il y a eu beaucoup de rumeurs, évidemment, ces dernières semaines. Il y a eu des rumeurs aussi en 2014, à l'époque, puisque en octobre 2014, il avait disparu pendant 40 jours. Il était réapparu ensuite en boitant et en s'aidant notamment du canne. Et là, on pense qu'il aurait été opéré notamment du genou ou de la cheville. Mais encore une fois, c'est la plus grande opacité et c'est le propre de nombreux régimes autoritaires, puisqu'en réalité, cette opacité est un avantage de la Corée du Nord. C'est un peu ce qu'on peut appeler une opacité stratégique, puisque le manque d'informations sur le régime aura été utilisé par le régime pour renforcer sa sécurité. Sur la succession, qu'est-ce qu'on sait? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose en réalité. Kim Jong-un n'a jamais présenté de successeur ou annoncé de successeur. Et il est très difficile pour lui de le faire. Il faut être très clair. Si demain Kim Jong-un annonce un successeur, l'interprétation à l'étranger et peut-être même en Corée du Nord, ce serait qu'il est fragile, qu'il est peut-être malade et qu'il prépare donc sa succession. Pour vous donner l'exemple de Kim Jong-il, Kim Jong-il n'avait jamais abordé la question de sa succession avant son AVC de l'été 2008, d'août 2008, alors qu'il était déjà relativement âgé à l'époque. Et c'est seulement ensuite, donc le processus a été initié, mais qu'il a été officialisé longtemps après, puisque c'était en septembre 2010, c'est-à-dire 15 mois avant son décès. À l'époque, tout le monde savait que Kim Jong-il était malade, tout le monde savait que l'espérance de vie de Kim Jong-il était limitée, et donc sa mort, entre guillemets, n'a pas du tout été une surprise en décembre 2011. C'est très différent de Kim Jong-un, qui reste un dirigeant jeune. Il a une grosse trentaine d'années et potentiellement, il a encore des décennies à vivre. Et donc, il n'y a pas de processus de succession clairement enclenché. Et pareil, sur le plan constitutionnel ou institutionnel, il y a toujours pas ce paradoxe, mais cette incertitude sur à la fois un système dynastique, mais à la fois un parti, le Parti des travailleurs, et une institution, la Commission des affaires d'État, qui est centrale. Pour revenir sur la question de la recherche sur la Corée du Nord, c'est des questions entre guillemets de base qui se posent pour la plupart des chercheurs sur n'importe quel pays. Il y a toujours la question des sous-mers que vous pouvez utiliser. Alors évidemment, il y a l'ensemble des déclarations officielles de la Corée du Nord, que ce soit la déclaration des officiels à travers le régime ou différents articles qui peuvent être publiés par le régime. Il y a évidemment comme source d'information qu'on peut obtenir les rencontres qu'on peut faire, que ce soit à Pyongyang ou à l'étranger, avec des diplomates ou des ressortissants nord-coréens. Il y a de plus en plus l'utilisation de l'imagerie satellite pour avoir une idée de ce qui se passe sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan résidentiel, même, la construction de grands complexes résidentiels à Pyongyang. Et toutes ces informations sont des informations primaires. Alors, est-ce qu'on est libre de faire des recherches en Corée du Nord? Évidemment non. Les chercheurs qui se rendent en Corée du Nord, et moi je m'y rends régulièrement, évidemment, vous n'avez pas les marges de manœuvre que vous aimeriez avoir, mais tout de même, aller en Corée du Nord reste utile.
Ce n'est pas forcément utile pour avoir des informations, il faut être très clair, sur l'état d'avancement du programme nucléaire ou sur la situation économique réelle, puisque là-dessus, il n'y a pas d'informations qui sont données. Et vous avez de nombreuses informations indirectes qui sont importantes. Vous voyez l'évolution de la ville de Pyongyang, vous pouvez quand même discuter avec quelques personnes, et puis la communication du régime et les messages qui vont faire passer en soi sont importants et sont utiles quand on fait de la recherche sur la Corée du Nord. Et puis ensuite, comme n'importe quel objet d'étude, il est important d'avoir une certaine proximité, même si on a une distanciation scientifique, hein, toujours, une certaine proximité avec son objet de recherche. Et c'est très difficile, par exemple, de faire des recherches sur la Corée du Nord si on n'y est jamais allé, de parler de l'évolution de Pyongyang si on n'y va pas, etc. C'est donc important pour les chercheurs de se rendre à Pyongyang, même si on a évidemment conscience des limites que cela entraîne. Très bien, merci. Une autre question plus, sur plutôt l'aspect intérieur de la Corée du Nord. Après, on reviendra, si besoin, sur l'aspect plus géopolitique et extérieur. On a tous en tête cette idée de culte de la personnalité vis-à-vis du dirigeant nord-coréen. Donc, une des questions demande, est-ce que ce culte de la personnalité est encore aussi fort pour Kim Jong-un que pour son père et son grand-père? Et aussi une question par rapport à son épouse ou ses épouses. Pourquoi ne sont-elles pas mises en avant? Et notamment aussi, pourquoi ces enfants ne sont pas mis en avant? Alors, sur le culte de la personnalité, ça reste évidemment au cœur du régime politique nord-coréen. Ce culte de la personnalité, il a commencé véritablement au milieu des années 50 hein, en Corée du Nord. Il faut bien penser que la République populaire et démocratique de Corée n'était pas, entre guillemets, la dictature des Kim en 48 ou même en 53 au lendemain de la guerre de Corée. La famille Kim, et notamment à l'époque évidemment Kim Il-sung, a progressivement concentré les pouvoirs autour de lui en se débarrassant notamment de toute, que ce soit alternative politique, mais même d'opposition politique, notamment un événement célèbre en 1956, en août 1956, où il se débarrasse de la faction pro-chinoise et de la faction pro-soviétique au sein du parti. On a eu donc la construction en réalité et la mise en scène de cette concentration du pouvoir à partir des années 50, tournant autour de la personne de Kim Il-sung, puis de son fils Kim Jong-il et de son petit-fils Kim Jong-un. Et le culte de la personnalité, il reste clé aujourd'hui pour garantir la légitimité du régime et la légitimité de son dirigeant. Alors, la représentation du dirigeant, c'est souvent plus compliqué. On représente dans l'iconographie généralement les dirigeants qui sont décédés, d'où les nombreuses mosaïques que vous pouvez avoir ou les nombreuses peintures que vous pouvez avoir de Kim Il-sung et de Kim Jong-il. C'est par exemple le cas quand vous visitez des usines qui ont elles-mêmes été visitées par Kim Il-sung et Kim Jong-il. Généralement, vous avez une grande fresque qui va aborder la visite par Kim Il-sung ou Kim Jong-il, puis un panneau rouge qui va mentionner plus précisément quelles visites ont été faites à quel moment. C'est par exemple le cas quand Kim Jong-un se rend dans un restaurant, se rend dans une usine, se rend dans une école. Vous allez avoir cette sorte de plaque commémorative qui va aborder cette vie. Donc le culte de la personnalité il reste extrêmement fort en Corée du Nord. Kim Jong-un reste l'alpha et l'oméga en quelque sorte du système politique. Et évidemment, sa femme, et effectivement plutôt, sa femme, Lee Sol-ju, est peu mise en avant. C'était plus le cas il y a quelques années. C'était notamment le cas en 2012 et 2013, lors de son arrivée au pouvoir. L'objectif, il était de changer la communication du régime, et ça, c'est très intéressant, et notamment de marquer une rupture forte avec Kim Jong-il. Kim Jong-il était relativement distant des Nord-Coréens, apparaissait assez peu, surtout à la fin de son règne. Et donc, ce qu'a fait Kim Jong-un quand il arrive au pouvoir en décembre 2011 et qui commence vraiment à apparaître en avril 2012, c'est de mettre en scène ce rapprochement avec la population. Donc, ça passe par quoi? Ça passe, par exemple, par le fait de faire des discours en public. C'est le cas dès avril 2012. C'est le cas de se montrer proche des gens quand il y a cette fameuse, entre guillemets, accolade lorsqu'il fait des visites sur le terrain, etc. C'est le fait également de ressembler physiquement, et là, la ressemblance, elle est mise en scène, évidemment, hein,
avec son grand-père, Kim Il-sung, la façon dont il s'habille, la façon dont il se comporte. Le message envoyé, c'est penser à Kim Il-sung, qui est le dirigeant, entre guillemets, de l'époque dorée de la République, des années 60-70, où il n'y avait pas les problèmes économiques, alimentaires et autres qu'il peut y avoir depuis. Donc cette communication, elle est extrêmement importante. Et Lee Sol-ju, en 2012, son épouse, a été mise en avant pour montrer que le dirigeant était jeune, que le dirigeant avait une épouse, alors que Kim Jong-il ne mettait pas ses épouses, enfin son épouse, et ses différentes maîtresses évidemment, en avant. Et donc l'objectif, c'était de montrer un dirigeant jeune, dynamique et relativement proche des gens. Lee Sol-ju, après, est peu visible pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'a aucun rôle politique. Ce n'est pas une first lady comme on pourrait avoir aux États-Unis ou une première dame en France. Deuxièmement, elle n'est importante que par son mariage, entre guillemets. Et donc, elle ne fait pas partie de la famille Kim en tant que telle. Elle ne fait pas partie de cette lignée de sang. Elle n'a pas le sang de la famille Kim. Et puis ensuite, c'est une femme. Et donc, comme je vous le disais précédemment, il est très difficile pour les femmes d'avoir des rôles majeurs sur le plan politique. Et donc, elle est très peu mise en avant. Enfin, en tout cas, elle est mise en avant, mais dans des événements qui n'ont pas de valeur politique majeure. Elle est mise en avant lorsqu'il y a un concert, lorsqu'il y a des choses liées peut-être aux questions culturelles au sens large, mais pas lorsqu'il y a des grands événements politiques. Pourquoi ces enfants ne sont pas mis en avant? Pour plusieurs raisons, mais une raison évidente, c'est qu'il faut protéger les successeurs. Cette opacité, encore une fois, est une force du régime, et que si les enfants, les héritiers potentiels et Kim Jong-il était mis en scène ou mis en avant, ils seraient en réalité des cibles. Kim Jong-un, encore une fois, pour le rappeler, puisque ça semble assez oublié, puisque maintenant on se dit qu'il était étudiant en Suisse, on avait beaucoup d'informations. On avait très peu d'informations sur Kim Jong-un avant qu'il soit présenté au grand public en 2010. Les services d'enseignement se doutaient évidemment que Kim Jong-il avait un fils, qu'il avait étudié à Berne, etc. Mais cela n'avait jamais été officialisé. Et Kim Jong-il n'a jamais officialisé le nombre d'enfants qu'il avait. Le grand frère de Kim Jong-un, par exemple, n'apparaît jamais en public et n'est pas connu des Nord-Coréens. Et donc, il y a toujours cette opacité sur la famille Kim afin de préserver et d'assurer la sécurité de la famille. Merci. D'abord, merci à tous pour toutes vos questions dans le chat. Ça permet vraiment d'avoir une discussion très intéressante. Peut-être d'un point de vue plus géopolitique, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les relations interétatiques vis-à-vis de différents États. D'abord, la plus évidente, forcément, la relation Chine-Corée, avec une question sur y a-t-il une évolution depuis la Chine de Mao et notamment le rôle de la Chine pendant la grande famine de Corée? Et ensuite, bien évidemment, la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord, notamment aujourd'hui avec Donald Trump, avec une relation vraiment en dents de scie entre des sommets très médiatisés et ensuite des insultes par tweet interposé. Et peut-être un mot sur la place de l'Europe vis-à-vis de la Corée du Nord et notamment de la France qui, on le rappelle, n'a pas de lien formel avec la Corée du Nord. Alors, sur la Chine, je me rappelais, c'est le premier partenaire de la Corée du Nord. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, si la Chine, c'est 95% du commerce extérieur de la Corée du Nord, c'était moins de 30% au début des années 2000. Et cette dépendance de la Corée du Nord vis-à-vis de la Chine, elle est récente, puisque ça ne fait qu'une grosse dizaine d'années. Et évidemment, elle n'est pas souhaitable du point de vue de Pyongyang. Si c'est une réalité aujourd'hui, c'est que la Corée du Nord n'a pas d'autre choix que de dépendre de la Corée du Nord. Il y a un embargo commercial avec le Japon depuis le début des années 2000, alors que le Japon a été dans les années 90 un partenaire commercial important. Et puis, même chose avec la Corée du Sud, puisque à partir de 2010, le commerce intercoréen a été exclusivement contenu au fameux complexe industriel de Kaesong. Et depuis 2016 et la fermeture du complexe industriel de Kaesong, il n'y a plus de commerce intercoréen. La Chine est donc de fait de loin le premier partenaire. La relation, je disais, et c'était notamment le sujet de ma thèse il y a quelques années, elle est extrêmement complexe entre la Chine et la Corée du Nord. Et il ne faudrait pas croire que la Corée du Nord est, comme trop souvent présenté, la marionnette de la Chine ou le petit frère
de la Chine où il y aurait une coordination étroite. Il y a une coordination claire entre Pékin et Pyongyang qui passe non pas par les ministères des Affaires étrangères, ça c'est important, mais par les départements internationaux des partis respectifs, le Parti communiste chinois et le Parti des travailleurs de Corée. Pour cela, ce qu'il faut suivre, ce n'est pas tant la visite du ministre des Affaires étrangères à Pyongyang, Wang Yi, mais la ministre du directeur du département international du parti, Song Tao. Les relations, elles ont été très compliquées dans les années, notamment à la fin des années 60, pendant la révolution culturelle en Chine, où la Corée du Nord s'inquiétait très fortement de la situation en Chine et des possibles pressions chinoises sur la Corée du Nord, pardon, qui a expliqué notamment le rapprochement avec l'URSS à la fin des années 60. Mais là où la Corée du Nord a excellé dans la guerre froide, c'est de jouer de l'opposition, notamment à partir des années 60, entre Pékin et Moscou, afin de maximiser le soutien respectif de l'URSS et de la Chine. Pour vous donner juste un exemple, l'accord de défense entre Pyongyang et Moscou a été signé quelques semaines avant l'accord de défense entre Pyongyang et Pékin. Et donc, la Corée du Nord a été officiellement protégée par deux qui eux-mêmes étaient dans un antagonisme frontal, puisque en 61, Pékin et Moscou avaient déjà procédé à la rupture sino-soviétique et s'opposaient déjà. Ce que fait Pyongyang aujourd'hui, c'est d'essayer de faire la même chose entre la Chine et les États-Unis. C'est beaucoup plus difficile, puisqu'évidemment, les relations avec les États-Unis sont quasiment inexistantes. Il n'y a pas de relations diplomatiques, il n'y a pas de diplomates basés à Pyongyang. Il y a des diplomates nord-coréens basés aux États-Unis, de fait, à New York, à l'ONU. Mais c'est évidemment une exception. Ce qu'on appelle d'ailleurs le canal de l'ONU, le canal de New York, est un canal de communication privilégié entre les États-Unis et la Corée du Nord. La situation aujourd'hui, elle est compliquée avec les États-Unis. Les négociations, si je veux dire, où c'est le rapprochement, il a été mis en scène, mais dans le fond, il a toujours été, même à Singapour, même à Hanoï, extrêmement limité. On parlait des insultes envers Donald Trump. Ça, c'est assez intéressant d'ailleurs. Les Nord-Coréens ont considéré dès l'élection du président Trump que son élection représentait une opportunité pour le régime nord-coréen. Parce que Donald Trump était considéré non pas comme un homme politique allant écouter son administration, mais comme quelqu'un plus instinctif et qui peut-être pourrait être séduit par la Corée du Nord, ou en tout cas convaincu par la Corée du Nord. Et moi, c'est ce dont je retirais notamment de nombreux entretiens que j'avais avec notamment des vice-ministres nord-coréens dès 2017. À l'époque même où, vous vous en rappelez, c'est le Fire and Fury, c'est la promesse de destruction totale de la Corée du Nord s'il y a des provocations, etc. Et donc, les Nord-Coréens avaient conscience que Donald Trump représentait une opportunité qu'ils ont saisie évidemment en 2018. Et Donald Trump avait évidemment la volonté de mettre en scène sa capacité à rencontrer Kim Jong-un et à présenter cela comme une réussite en l'opposant au fait que le président Obama ne l'avait pas fait. Le président Obama aurait pu le faire, il n'avait pas souhaité le faire, c'est une vraie différence. Et c'est toujours la logique de politique intérieure aux États-Unis, se différencier du président Obama et se mettre en avant. Sur les insultes en tant que telles, ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus d'insultes sur Donald Trump. Depuis avril 2018, vous n'avez pas d'insultes directes sur Donald Trump. Les insultes portent avant tout sur l'administration américaine, sur le secrétaire d'État Pompeo et sur d'autres, mais pas sur Donald Trump. L'objectif, il est évidemment de préserver cette relation avec Donald Trump, de préserver en quelque sorte Donald Trump, puisque les Nord-Coréens considèrent que s'il doit y avoir un changement politique majeur à Washington vis-à-vis de la Corée du Nord, il ne viendra pas de l'administration, mais il viendra du président. Et que l'administration, à l'inverse, bloque, ou en tout cas ralentit tout changement majeur de politique. Et donc, la stratégie des Nord-Coréens, c'est entre guillemets de séduire Trump directement. D'où la nécessité aussi de faire ces sommets. Et malheureusement, d'où le fait que parfois ça échoue, et c'était le cas à Hanoï. Sur l'Union européenne, la Corée du Nord a des relations diplomatiques avec les 27 États membres, plus le Royaume-Uni, avec 25 des 27 États membres, plus le Royaume-Uni. Les deux seuls pays qui n'ont pas de relations diplomatiques, c'est l'Estonie et la France. C'est peut-être paradoxal pour la France, puisque ça a été un des premiers pays à accepter un bureau de représentation
de la Corée du Nord en France. C'était à la fin des années 60, en 1968, quand le général de Gaulle a accepté qu'il y ait un bureau de coopération économique, un bureau de représentation économique en France. Ce bureau est devenu, au début des années 80, une délégation générale sous le mandat de François Mitterrand. L'anecdote, c'est notamment que François Mitterrand, qui était alors le candidat à l'élection présidentielle, s'était rendu à Pyongyang. C'est l'un des rares hommes politiques de ce niveau-là, puisqu'il était quand même candidat à l'élection présidentielle. Il s'est rendu à Pyongyang. Il avait à l'époque promis d'établir des relations diplomatiques formelles et donc une ambassade. Il ne l'a pas fait au début des années 80, mais il a établi ce fameux bureau de la délégation qui existe encore, hein, et aujourd'hui dans le 14e arrondissement de Paris. La France, aujourd'hui, n'a pas fait comme ses voisins européens, ses voisins de l'Europe de l'Ouest, l'Italie, l'Espagne, Allemagne, enfin Allemagne de l'Ouest et Allemagne, Grande-Bretagne, qui ont établi des relations diplomatiques au début des années 2000. Le dernier pays est l'Irlande en 2003, à un moment où la Corée du Sud souhaitait que la Corée du Nord soit moins isolée sur la scène internationale et donc que l'ensemble des pays occidentaux établissent des relations diplomatiques. C'est ce qu'ont fait donc ces pays de l'Europe de l'Ouest. La France avait décidé de ne pas le faire. Cependant, la France, à partir de 2010, a établi un bureau de coopération. Donc, il y a un diplomate en permanence à Pyongyang. Alors, en ce moment, il est rentré en France à cause de la pandémie, mais on a un représentant depuis une dizaine d'années. Ce bureau, il est en charge avant tout de deux types de coopération. Une coopération sur le plan humanitaire et une coopération sur le plan éducatif et culturel, au sens large. Sur le plan humanitaire, l'aide de la France, c'est une réalité. Il faut aussi souligner que vous avez 4 ONG résidentes à Pyongyang, qui sont en permanence en Corée du Nord, en dehors des organisations internationales. Je parle uniquement des ONG. Parmi ces 4 ONG, vous avez 2 françaises. Et ces 4 ONG sont toutes européennes. Et donc l'Europe a un rôle très particulier sur la question humanitaire. Et donc le bureau de coopération facilite cette aide humanitaire. Et le deuxième aspect de coopération éducative et culturelle au sens large, il porte avant tout sur la linguistique. Il y a un lecteur de français à Pyongyang qui fait des cours. Et on reçoit en France quelques étudiants nord-coréens qui veulent apprendre le français. Il y avait quelques années des étudiants en architecture. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, il y a de la coopération sur l'archéologie, puisqu'il y a un grand programme en fait, qui existe depuis de nombreuses années d'aide à la Corée du Nord pour faire des fouilles archéologiques, notamment dans les villes de Kaesong. Et ça, c'est une archéologue extrêmement compétente, hein, Elisabeth Chabanol, qui travaille là-bas depuis des années, qui est vraiment une archéologue de la Corée, qui fait notamment des fouilles que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années, notamment au niveau de la porte sud de Kaesong, mais aussi du mur d'enceinte de Kaesong. Donc, il y a une coopération entre la France et la Corée du Nord qui est extrêmement limitée aujourd'hui par rapport à d'autres pays. Il y a 7 pays européens qui ont une ambassade à Pyongyang. Le bureau de représentation français, il est sur le même campus diplomatique que l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède. Mais il y a également la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne qui ont une ambassade sur place. D'accord, merci. Retour sur des questions plus intérieures, notamment évidemment une question vis-à-vis de la démocratisation de la Corée du Nord. Enfin, une question sur peut-on s'attendre à une forme de démocratisation de la Corée dans les années à venir, mais aussi peut-être que vous avez pu, en discutant avec des Nord-Coréens sur place, quel est leur état d'esprit? Ont-ils conscience de leur situation vis-à-vis des autres États? Et en lien, une deuxième question par rapport à la formation des élites. Et notamment, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants nord-coréens qui viennent dans des universités occidentales pour étudier? Alors, sur la question de la démocratisation, je dirais que c'est une non-question en Corée du Nord. Le régime évolue, je vous en parlais sur le plan institutionnel. Le régime s'adapte à l'évolution socio-économique du pays, puisqu'il y a des évolutions fortes. Mais la nature profonde du régime, et notamment sur l'aspect politique et de respect des libertés fondamentales, ne change pas. Et l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un n'a rien changé sur la répression et sur le système politique en tant que tel. La question ne s'oppose pas d'une évolution du pays qui se présente au reste du monde comme étant démocratique.
Kim Jong-un, entre guillemets, est évidemment le leader suprême, ce qu'on appelle Soulyong, mais il est censé être là par la volonté du peuple qui, in fine, est celui qui, à travers le parti, gouverne, etc. On a beaucoup parlé de la libéralisation possible de la Corée du Nord quand Kim Jong-un est arrivé au pouvoir, en disant, parce qu'il a étudié notamment en Suisse, faire le lien avec votre question, il serait plus libéral qu'un autre dirigeant, etc. Il n'en est rien. Il y a des fondamentaux du régime qui sont très difficiles à faire évoluer. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'un régime, ce n'est pas seulement un dirigeant, c'est une élite. Et cette élite politique n'a pas forcément d'intérêt à ce qu'il y ait une évolution du régime. Vous avez même en interne, on le sent, des tensions entre les élites politiques du parti et de nouvelles élites, notamment économiques, qui se sont en partie créées par l'évolution de la situation économique dans le pays, l'émergence depuis déjà de nombreuses années de ce qu'on appelle des marchés informels, les Zhongmadang, mais qui ont aussi, ces élites économiques, fortement bénéficié à l'époque du commerce avec la Chine. Le commerce avec la Chine, il a été considérablement réduit par les sanctions internationales qui empêchent la Corée du Nord d'exporter aujourd'hui des matières premières, des produits de la mer, du textile, qui représentait une part très importante de l'exportation de la Corée du Nord. Et donc, ces élites économiques, elles ont fortement bénéficié dans les années 2010 de ces échanges pour s'enrichir. Évidemment, ça crée des tensions au sein du régime nord-coréen. Ça explique notamment une réforme monétaire en 2009 qui a visé à détruire l'épargne des élites économiques. Et il y a, entre guillemets, cette nécessité de s'adapter à cette nouvelle configuration socio-économique. Mais encore une fois, les élites n'ont pas d'intérêt à ce qu'il y ait une évolution majeure. Ça pose aussi la question de la réunification, puisque souvent on dit est-ce qu'il pourrait y avoir une réunification comme en Allemagne ou autre. Il faut bien comprendre que si vous avez une instabilité trop forte du régime politique, le risque d'un effondrement, c'est le risque en réalité de disparition du régime politique et d'absorption par le régime politique sud-coréen. Aujourd'hui, quand vous faites partie de l'élite nord-coréenne, vous savez que ce n'est pas entre guillemets Kim Jong-un ou le chaos, c'est ce système politique ou le risque de disparition du système politique, d'absorption par la Corée du Sud, et donc du fait que les élites d'aujourd'hui, notamment sur le plan politique, ne seront plus les élites de demain. Et ça, c'est un des ciments de la cohésion des élites. Je ne parle pas de cohésion nationale, c'est pas ça, mais de cohésion au sein des élites pour soutenir le régime. Sur la formation à l'étranger, il y a de nombreux étudiants nord-coréens qui sont allés à l'étranger. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui du fait des sanctions. Ils allaient principalement en Chine, en Asie du Sud-Est, en Russie, un peu moins en Europe, même si encore une fois, je vous le disais, en France, on a eu des étudiants en architecture. On avait d'autres étudiants qui sont très spécifiques, c'était les enfants de diplomates qui étaient basés à l'étranger, même si désormais c'est impossible pour eux d'étudier à l'étranger. Donc on a eu des étudiants formés à l'étranger, les élites généralement sont formées à l'étranger. Est-ce que cela veut dire que ça a un impact sur la façon dont le pays est gouverné? Non. Ces questions d'échange académique peuvent être utiles et on continue au niveau européen notamment de les soutenir avec l'idée que si la Corée du Nord veut se réformer, si la Corée du Nord veut se libéraliser et autres, au moins ils auront les connaissances suffisantes, notamment sur l'économie internationale et autres, pour mener à bien ces réformes. Et c'est pour cela que les partisans de la formation, notamment en Allemagne ou en Suède, qui sont plus à la pointe que la France, continuent d'être entendus. Une question ensuite autour du rôle de l'armée en Corée du Nord et d'un point de vue intérieur. Vous avez évoqué au tout début de vos propos la crise de la Covid-19. Quel a été le rôle de l'armée dans cette crise et en général, que peut-on dire de l'armée nord-coréenne? Alors, on a très peu d'informations sur ce qu'on appelle la KPA, l'armée populaire coréenne. Ça reste une institution clé au sein du régime nord-coréen. Elle a été très largement mise en avant dans les années 90 par Kim Jong-il, à l'époque où un des concepts politiques clés était ce qu'on appelait le Songun. Songun, c'est la priorité à l'armée. Ça venait compléter le Juche qui est l'idéologie au cœur du régime nord-coréen, qui est l'idéologie de l'indépendance et de l'autonomie, qui a émergé dans les années 50, avant tout pour légitimer Kim Il-sung.
a été vraiment mise en avant dans la construction du système autoritaire et du culte de la personnalité. Donc l'armée a un rôle important, continue de jouer un rôle important sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. Il ne faut pas oublier que c'est les militaires, et notamment les appelés, puisque vous faites un long service militaire, qui sont en charge d'une partie des récoltes, une partie de la construction des routes, une partie de la construction des infrastructures, et l'armée, à travers le génie civil et les campagnes de mobilisation, garde un rôle considérable. Est-ce que l'armée a souffert de la Covid-19 ? On a peu d'informations. Je sais qu'il y a des articles qui sont sortis disant que des militaires seraient morts, que des dizaines de milliers de militaires seraient encore en confinement. C'est possible pour le confinement. Pour les morts, on n'a pas d'informations. Ça a eu un impact sur le ralentissement des exercices militaires, très clairement. Certains exercices ont été décalés ou réduits en taille. Ça n'a pas changé par contre des exercices plus restreints mais plus impressionnants, comme notamment ces fameux essais balistiques de courte portée. Encore une fois, peu d'informations sur l'armée populaire coréenne, mais évidemment garde un rôle fondamental au sein du pays. Il y avait une autre question, non, sur l'armée? Par rapport à l'armée, non, je pense que vous avez répondu. Alors il nous reste un petit 5 minutes, donc il y a encore 3 questions. 2 questions, vis-à-vis de la Corée, intérieure, et après on finira par, une question liée à la France. Hem, Peut-on, donc vous avez, notamment, parlé de cette usine, qui permettait intercoréenne, qui permettait, aux 2 Corées de coopérer d'un point de vue économique. Est-ce qu'on peut penser que cette coopération est toujours d'actualité ou pourra, de nouveau être entreprise? Et une autre question vis-à-vis des réformes sociétales de Kim Jong-un, en Corée. Alors, rapidement, sur la collaboration intercoréenne, elle s'est faite pendant plusieurs années à travers deux grands complexes, le complexe de Kaesong, industriel, et le complexe de Kumgang, qui était touristique. Le complexe touristique a été fermé il y a une douzaine d'années. Le complexe de Kaesong a été fermé en 2016. Aujourd'hui, les sanctions internationales rendent cette coopération extrêmement compliquée. Entre guillemets, on ne peut pas revenir à ce qui se passait il y a 10 ans. Par exemple, en 2007, quand vous aviez 300 000 Sud-Coréens qui se rendaient au Mont Kumgang, ou même ces dernières années, quand vous aviez 2 milliards d'échanges avec Kaesong, puisque les sanctions internationales, notamment adoptées en 2017 au Conseil de sécurité, rendent cette coopération impossible. Les Sud-Coréens la mettent cependant largement en avant en disant qu'ils souhaiteraient pouvoir faire de la coopération. Cela nécessiterait des exemptions très importantes en termes de sanctions, et c'est très peu probable que cela arrive à court terme. Les Sud-Coréens se concentrent aujourd'hui sur plusieurs projets, notamment un projet ferroviaire. Le projet ferroviaire, on en entend beaucoup parler, c'est extrêmement important sur le plan politique, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. La Corée du Sud, c'est une île aujourd'hui. Elle est coupée du continent asiatique par la Corée du Nord et notamment la DMZ. Et dans l'imaginaire sud-coréen, l'imaginaire politique, le chemin de fer doit être le symbole du raccordement de la Corée du Sud au reste du continent, et donc de fait à la fin de la division et notamment des conséquences de la guerre de Corée. Et donc il ne faut vraiment pas sous-estimer l'importance pour les Sud-Coréens de cette question des chemins de fer, même si souvent en Europe, quand on discute avec les diplomates, même avec les diplomates américains, on ne comprend pas pourquoi c'est si important pour Séoul. Donc cette coopération-là, elle est en stand-by, entre guillemets, elle est rendue compliquée, même façon avec la coopération économique, de même avec la coopération dans le domaine touristique. Vous avez à Wonsan, une ville balnéaire sur la côte est, un méga projet touristique qui a été construit, qui devait être inauguré le 15 avril, qui le sera certainement dans les mois plus tard, avec un problème majeur, c'est que si vous ne pouvez pas avoir de touristes, et évidemment des touristes chinois qui représentent la quasi-majorité, enfin la majorité, mais quasi l'intégralité des touristes étrangers en Corée du Nord, ça n'a pas d'intérêt de l'inaugurer. Donc là, c'est une question. Les Sud-Coréens voudraient que des touristes sud-coréens puissent s'y rendre. C'est aussi extrêmement compromis du fait des sanctions internationales, et notamment de la coordination entre les États-Unis et la Corée du Sud. Sur les réformes sociétales, alors il y a une évolution de la société, des évolutions socio-économiques. Il est difficile de parler de réformes sociétales comme on peut en avoir à
l'étranger. Il y a eu des réformes importantes dès l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un sur l'éducation, par exemple. On a rajouté une année au cursus obligatoire. On est désormais à 12 années d'enseignement obligatoire. On a eu des réformes agricoles où, par exemple, on a permis aux producteurs de garder 30% de leur récolte et de le vendre sur des marchés, qu'ils soient formels ou informels. Et il y a, on le voit, des évolutions sociologiques dans la façon de s'habiller, dans la façon de se comporter. Vous avez aujourd'hui un taux de pénétration des smartphones qui est très élevé à Pyongyang. Moi, j'y étais encore il y a fin 2018. Les jeunes ont des smartphones. Alors, c'est des smartphones généralement qui viennent de Chine, qui sont fabriqués en Corée du Nord, qui ne vous permettent pas d'aller sur Internet, mais d'accéder à un intranet national. Et vous avez des applications, des jeux, des recettes de cuisine, etc. Donc, il y a la volonté évidemment de moderniser entre guillemets le pays, de donner des marges de manœuvre, de donner l'impression aux jeunes d'avoir des marges de manœuvre, sans changer encore une fois les fondamentaux du régime. Et la question se pose aussi même sur la place des femmes dans la société. Quand on discute avec des jeunes nord-coréennes, elles mettent beaucoup en avant le fait que la situation reste compliquée, mais que ça change. Et ce qui est intéressant, on parlait de Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un, et de Lee Sol-ju, sa femme. Souvent, les jeunes nord-coréennes mettent beaucoup plus en avant Kim Yo-jong, non pas seulement parce qu'elle fait partie de la famille Kim, mais aussi parce que vous avez une femme qui a une fonction précise au sein du régime et qui aussi n'a pas forcément besoin de s'habiller, de se maquiller comme d'autres femmes en Corée du Nord. Et malheureusement, en Corée du Nord, on met souvent en avant pas seulement l'ouvrière, mais aussi la serveuse au restaurant, qui va être jolie, qui va être bien habillée, qui va se maquiller, etc. Et pour les jeunes nord-coréennes, Kim Yo-jong est un peu un contre-modèle. C'est une femme, entre guillemets, qui travaille, qui n'a pas besoin de se maquiller, comme Lee Sol-ju, qui est plus mise en avant, elle, dans un rôle d'accompagnatrice, toujours bien habillée, toujours bien maquillée, toujours extrêmement discrète, etc. Merci. Et juste pour terminer, peut-être une question un peu plus historique. Pourquoi, pourquoi il n'y a pas eu de réelle révolte en Corée du Nord depuis toutes ces années, notamment après les famines qui ont touché le pays, comme on a pu connaître en URSS ou en Chine? Alors, il y en a eu. On a peu d'informations et elles sont réprimées. Il faut bien comprendre que le système nord-coréen est façonné de telle façon à éviter l'émergence de la moindre opposition et à faire taire les critiques si elles ne sont pas institutionnalisées. Et donc, il y a évidemment eu des problèmes dans les années 90 du fait de la famine qui a fait, on n'a pas de chiffre exact, mais très certainement des centaines de milliers de morts. Euh, Même si pendant la famine, si vous voulez, les gens qui vivaient à la campagne, par exemple, ont souffert un tout petit peu moins que les gens qui vivaient à la ville, où eux n'avaient pas accès à la nature, entre guillemets, pour essayer de survivre, et ça a été très difficile. Vous donner juste une anecdote, très bonne connaissance nord-coréenne, et le fils d'un artiste nord-coréen très connu. Et dans les années 90, pendant la crise alimentaire et agricole, alimentaire, il n'avait pas accès, par exemple, aux coupons de rationnement. Il faut bien comprendre que le système de distribution publique s'est effondré dans les années 90 et que même sa famille, qui faisait pourtant partie de l'élite, n'avait pas accès à suffisamment de nourriture dans les années 90. Est-ce que ça crée des révoltes, des tensions? Évidemment. L'objectif du régime, c'est évidemment de les faire taire et de les contenir. La situation ensuite agricole dans le pays s'est quand même très fortement améliorée depuis les années 90. Elle est loin d'être parfaite aujourd'hui, mais la récolte de 2019, par exemple, a été relativement bonne, meilleure que les années précédentes, ce qui limite la pression, en tout cas à très court terme. Ce n'est pas forcément le cas jusqu'à la fin de l'année, en tout cas à court terme sur la sécurité alimentaire de la Corée du Nord. Mais pour conclure, ça c'est une question qui reste très importante. La question de la sécurité alimentaire, la question de la sécurité vis-à-vis des catastrophes naturelles, la sécurité sanitaire. Et toutes ces questions, c'est des questions qu'il convient évidemment d'aborder avec la Corée du Nord, puisque si on met souvent le régime en avant, on met parfois pas assez en avant les habitants, les citoyens nord-coréens, qui sont souvent les premiers à subir les conséquences, que ce soit la mauvaise gestion économique du pays, mais aussi des sanctions internationales. Même si, il faut le rappeler, les sanctions ne visent pas la population.
mais indirectement, il y a un impact humanitaire. Ça a d'ailleurs été reconnu dans le dernier rapport comité des experts de l'ONU sur la Corée du Nord. Toutes ces informations-là, elles sont évidemment en source ouverte. Et je vous invite à lire, par exemple, ce dernier rapport qui a été publié il y a seulement quelques semaines par l'ONU. Eh bien, merci beaucoup, Antoine Bondas, pour toutes ces précisions. Merci, à toutes les personnes qui nous ont suivis, pour vos questions. Pour le Printemps de l'Histoire-Géographie, nous vous retrouvons dès demain à 17h30 pour une conférence, autour de la question du roman national et de l'écriture du roman national. Voilà, je vous invite encore à remplir de nouveau le questionnaire en ligne que j'ai mis dans le chat, afin que nous puissions nous améliorer sur tout le mois de la fin du mois de mai, de juin et de juillet. Merci beaucoup à tous. Merci à vous et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci de vos questions. Bonne journée, enfin bonne Au soirée. revoir. Au revoir.